Paris, on pense la connaître, la ville lumière, ses monuments emblématiques. Mais que se passerait-il si tout ce décor cachait une autre histoire? Une histoire secrète qui ne serait pas écrite dans les livres, mais gravée à même la pierre. Et si, en fait, les statues, les places, les bâtiments qu'on voit tous les jours, si tout ça avait une double lecture? Une couche de sens, complètement invisible au premier abord, mais placée là, volontairement, pour ceux qui savent regarder. Alors, pour explorer cette idée, on va suivre le fil d'une source bien précise, le guide du Paris ésotérique. On va se plonger, de manière tout à fait neutre, dans les interprétations qu'il propose pour tenter de décoder une de ces histoires cachées dans l'architecture parisienne. Allez, on entre dans le vif du sujet. Notre parcours initiatique y commence place de la Nation. Et pour notre source, ce n'est pas juste un rond-point, non, c'est la porte d'entrée symbolique d'un immense temple à ciel ouvert. Voyez ces deux énormes colonnes de 30 mètres de haut? Eh bien, selon le guide, ce n'est pas de la simple déco. Elles représenteraient en fait Boas et Jacquien. Dans la tradition maçonnique, ce sont les deux piliers qui gardaient l'entrée du mythique temple de Salomon. Et la source avance un argument de poids. L'architecte Claude Nicolas Ledoux était un franc-maçon notoire, fasciné par l'occultisme. Et il aurait laissé une petite signature cachée sur la base de la colonne sud. Regardez bien, un niveau de charpentier qui forme un triangle. Un signe discret pour dire aux initiés « Attention, vous entrez dans un espace sacré ». Ok, on a passé la porte. Maintenant, direction le monument central, le triomphe de la République de Jules Dalou. Officiellement, c'est une statue qui célèbre la République, bien sûr. Mais notre source, elle, y voit quelque chose de bien plus complexe. Le char de la statue, en lui-même, est décrit comme une véritable déclaration d'intention. D'après le guide, chacune de ces 4 faces serait gravée de symboles maçonniques, et pas des plus discrets. Alors on trouve quoi? À l'ouest, le bonnet phrygien. Au sud, de nouveau le niveau de charpentier. À l'est, un rameau d'olivier. Et au nord, une ruche. Pour la source, ça ne fait aucun doute. Ce sont des symboles bien connus des loges maçonniques, exposés là à la vue de tous. Et cette lecture symbolique, elle s'applique aussi aux personnages. Le génie de la liberté, ce serait la lumière qui guide le grand œuvre, le but ultime de l'initié. La justice, avec sa balance pliée, inutilisable, une drôle de façon de représenter l'égalité. Et le forgeron, l'allégorie du travail, incarnerait en fait Maître Hiram, le bâtisseur légendaire du temple, symbole de la fraternité. Et hop, on a notre devise, liberté, égalité, fraternité. Mais attendez, ce n'est pas fini. L'interprétation va encore plus loin. L'ensemble de la sculpture raconterait le cycle des 4 âges du monde. Tout à l'arrière, tourné vers l'est, on a la paix, toute nue, c'est l'âge d'or. Puis vient la justice et sa balance cassée, l'âge d'argent, où les principes se perdent. Le génie de la liberté, c'est la révolte de l'âge d'airain. Et enfin, le forgeron, c'est l'âge de fer, la décadence ultime, juste avant que le cycle ne recommence. Bon, on quitte la place de la Nation, mais la piste ésotérique que notre guide nous propose de suivre ne s'arrête pas là. Elle continue à travers le 12e arrondissement, direction Bercy. Apparemment, le symbolisme est partout. Premier arrêt, un immeuble du 19e. Son porche, selon le guide, est une véritable scène alchimique. On y voit un alchimiste qui tient un mutus liber, un livre muet, et il est entouré d'un crocodile et d'une chauve-souris, des symboles hermétiques assez puissants. Un peu plus loin, sur la façade de l'hôtel Zéphyr, un détail, 3 étoiles. Et leur disposition en triangle est exactement la même que les 3 points d'une signature maçonnique. Un autre petit clin d'œil nous dit la source. La piste nous amène maintenant à un bâtiment beaucoup plus récent, le ministère des Finances à Bercy. Le guide insiste sur sa forme. Ce n'est pas anodin du tout. C'est une équerre, un autre symbole maçonnique majeur, qui est soutenu par 18 piliers. Et ce chiffre 18, pour la source, ce n'est absolument pas un hasard. Si on l'interprète selon l'ancienne numération babylonienne, il ferait référence à 6 plus 6 plus 6. Un choix pour le moins particulier, disons. On arrive maintenant au point culminant de notre parcours, la fameuse Bibliothèque nationale François Mitterrand, un projet très controversé. Le guide la présente comme l'apothéose, le chef-d'œuvre du grand projet ésotérique parisien. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, le projet officiel, la bibliothèque la plus moderne du monde. De l'autre, l'interprétation de la source, une loge maçonnique géante et même un autel inversé. Alors, décortiquons un peu ce symbolisme. Les 4 tours en forme de livre ouvert. Ce sont aussi des équerres. Elles sont vues comme les 4 piliers qui soutiennent la voûte céleste, ce qui transforme tout le bâtiment en horloge. Le jardin au centre, c'est un labyrinthe initiatique. Et l'ensemble, un autel à l'envers, qui ne serait pas dédié à Dieu, mais au démiurge, cette entité créatrice du monde matériel, dans la pensée gnostique.
Le guide y décrit un véritable chemin initiatique. On doit d'abord descendre dans cette forêt primordiale, traverser le labyrinthe de son inconscient, pour ensuite remonter vers la connaissance, vers le liber, un jeu de mots en latin qui veut dire à la fois livre et liberté. La source va jusqu'à parler d'une sorte de malédiction. Elle cite « L'œuvre de M. Perrault est affligée de la même malédiction que les autres grands travaux mitterrandiens. » Et cette idée un peu folle serait, selon elle, appuyée par toute une série de problèmes bien concrets. Et les exemples, c'est vrai, sont troublants. Une esplanade en bois exotique qui se transforme en patinoire géante dès qu'il pleut. Les tours de verre qui sont de véritables pièges mortels pour les oiseaux. Un système anti-incendie qui tombe en panne et qui provoque une inondation. Et la découverte, bien plus tard, que le site est construit juste à côté d'un ancien camp nazi. Coïncidence ou malédiction? Le guide, lui, laisse la question en suspens. Alors, au final, que retenir de tout ça? L'idée principale, c'est de réaliser qu'on peut regarder une ville comme Paris avec un regard complètement neuf, totalement différent. Pour résumer la thèse de notre source, l'histoire de Paris ne serait pas seulement écrite dans des livres d'histoire. Elle serait aussi et surtout gravée dans la pierre de ces monuments, comme un récit parallèle, accessible seulement à ceux qui ont les clés pour le déchiffrer. Et ça nous laisse avec une dernière question, assez vertigineuse. Si on peut lire Paris de cette façon, combien d'autres villes dans le monde cachent leurs propres histoires secrètes, attendant simplement qu'on apprenne à mieux regarder?